Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Canal Algérie pour un nouveau numéro de Questions d'actu qui s'intéresse ce soir à l'énergie. Alors hier, l'Algérie célébrait le 48e anniversaire du recouvrement de la souveraineté totale sur nos hydrocarbures. Une date et toute une symbolique pour mettre en relief les sacrifices consentis, qui ont été consentis pour faire de la Sonatrach un fleuron de l'industrie nationale et régionale aussi, un acteur aussi incontournable dans le domaine énergétique. Alors pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir ce soir avec nous professeur Morad Preur. Vous êtes expert pétrolier. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Également avec nous, M. Lies Sahar, journaliste spécialisé donc, dans les questions énergétiques. Merci d'être avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Et à vos côtés également, M. Kamal Mensari, vous êtes directeur de publication du Jeune Indépendant. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, avant de commencer, je vous propose de suivre ce reportage et on revient juste après. Voici la raffinerie de Sidersin de Braqi après sa réhabilitation conformément aux normes internationales de qualité, de sécurité et d'environnement. Désormais, ses capacités de production vont augmenter pour atteindre plus de 3,6 millions de tonnes par an. Les travaux de modernisation ont touché environ 80% de ces structures pour un investissement de 1,5 milliard de dollars. Exemple de transformation de nos produits raffinés. Si d'ici 2021, on arrive à exporter, donc on aurait gagné deux batailles. La première, c'est d'arrêter l'import, puisqu'on a importé jusqu'à 2 milliards de dollars de produits raffinés. Et la deuxième, c'est de pouvoir amener de l'argent au lieu de vendre en vendant des produits raffinés. Ça, c'est dans le domaine de la transformation. La raffinerie de Sidersin garantira à la capitale l'approvisionnement permanent en produits énergétiques, de quoi résoudre à partir du deuxième semestre 2019 le déficit en essence estimé actuellement à 1,4 million de tonnes. Il s'agira aussi de ne plus recourir à l'importation de produits pétroliers raffinés. Nous allons produire des carburants selon les normes internationales, ce que l'on appelle l'Euro 5. Et nous aurons donc banni complètement la pollution qui provient du plan, donc les essences plombées. Je peux vous rassurer qu'à partir de la fin du premier semestre, nous ne commercialiserons plus le carburant plombé. En tant que travailleurs, nous contribuons au développement de l'économie nationale, d'autant que cette raffinerie a fait l'objet de modernisation dans le respect des normes de sécurité pour protéger nos infrastructures et nos travailleurs. Un investissement colossal qui aura des retombées économiques importantes sur l'Algérie. Considérée comme un énorme acquis, la raffinerie de Sidersin va donc renforcer les capacités nationales de production de produits pétroliers raffinés et réduire la facture d'importation avec des perspectives d'exportation. Alors, un sujet signé Amal Bouakba. Je commence avec vous, professeur Morad Preur, avant de parler des défis qui se posent aujourd'hui, à la fois pour la Sonatrach et l'économie nationale de manière générale. On va parler un peu d'histoire pour essayer de dégager l'importance de cette célébration du 48e anniversaire relatif donc, à la date du 24 février. En fait, le 24 février est une date... Sonatrach est né en 1963. Mais on peut dire que sa véritable date de naissance était le 24 février 1971 avec les nationalisations décidées par le président Houari Boumediene, Allah yarhamou, hein. Et c'est un moment très important. C'est un moment important dans l'histoire des pays producteurs, l'histoire militante des pays producteurs. En fait, la première, les nationalisations n'ont de sens que si elles débouchent sur la création de compagnies pétrolières nationales. On peut dire que le grand acquis de l'histoire militante des pays producteurs, c'est la création des compagnies nationales.
Les nationalisations n'ont pas de sens si vous n'avez pas une compagnie nationale qui prend en charge les gisements et qui les valorise. Et d'où l'importance de Sonatrach et d'où l'importance pour Sonatrach des nationalisations. La première compagnie nationale est née en 1938 au Mexique, la Pemex, après des nationalisations. La deuxième compagnie nationale, la NIOC iranienne, en 1952, avec Mossadegh, qui a été ensuite déposé par, les 7 sœurs, par la CIA, par les 7 sœurs. Hein. Et l'Algérie est venue, si vous voulez, la décennie 60 était la décennie des indépendances politiques. La décennie 70, c'était la décennie des indépendances économiques. Et l'Algérie a joué un rôle leader dans ce mouvement d'indépendance économique où les compagnies pétrolières nationales ont joué un rôle clé, où les nationalisations suivies de la naissance des compagnies pétrolières nationales ont joué un rôle clé. Je ne sais pas si vous allez me poser la question plus tard, mais je l'aborde très rapidement. Aujourd'hui, les compagnies pétrolières nationales sont à l'avant-garde de la restructuration de l'industrie pétrolière mondiale. Donc les compagnies chinoises, Sinopec, KNOC, la compagnie saoudienne, Aramco, KPC Koweïtienne, etc. En fait, on est passé du système des Seven Sisters, des 7 sœurs, donc les 7 grandes compagnies pétrolières internationales, au système OPEC, avec les nationalisations. Et aujourd'hui, on est en train de passer vers un nouveau système. Il y aura de nouvelles Seven Sisters et il y aura des compagnies nationales parmi elles. Et il y aura une mortalité dans les compagnies nationales, celles qui seront les moins prêtes sur le plan technologique, managérial, à résister à la compétition. Et pour ce qui est du cas de l'Algérie, notamment de la Sonatrach, est-ce qu'on prend en considération suffisamment cette dimension mémorielle dans l'élaboration du futur de la compagnie nationale? Il y a... Nous avons une nation qui est vieille de 3000 ans. Nous avons la symbolique novembriste qui a agi puissamment sur l'imaginaire collectif. Hein. Et il faut aujourd'hui projeter la symbolique novembriste dans le futur, l'inscrire dans une logique d'innovation, d'excellence, de compétitivité. Et les nationalisations de 1971 étaient un moment important, parce que nous avons rencontré, enfin j'ai fait toute ma carrière à Sonatrach et j'ai connu les hommes qui ont fait le 24 février 1971. Souvent c'était des contremaîtres ou parfois des ingénieurs, certains étaient au service national comme Majid Attar qui ont été rappelés et dirigés vers des gisements et ils ont réussi le challenge de maintenir en production les gisements. Ce qui est, quand on connaît l'industrie pétrolière, c'est un défi, énorme. Tous les ingénieurs, tous les techniciens, il y a des techniciens, il y a des agents de maîtrise qui ont pris des responsabilités qui étaient celles de puissants, d'expérimentés ingénieurs, etc. Et en fait, il n'y a pas eu de casse et la production s'est maintenue. Et c'est en cela que la symbolique novembriste est riche. J'estime que la symbolique novembriste est en mesure de nous propulser pour peu que, comme en 1971, on l'a inscrite comme un défi technologique, un défi humain, une aventure humaine. Hein? Et aujourd'hui, la symbolique novembriste, elle doit être portée par les universités, par les entreprises publiques et privées. Hein.
Et par Sonatrach, en tant que compagnie nationale, j'insiste, la puissance des pays producteurs aujourd'hui, elle ne réside plus dans le niveau de leurs réserves et de leur production, mais dans la puissance de leur compagnie nationale. La souveraineté est à ce niveau-là. On reviendra sur ces différents points, mais pour rester un peu dans cet aspect historique et la dimension mémorielle autour de cette célébration, Lia Sahar, est-ce qu'on en parle suffisamment et de la manière adéquate, j'allais dire? Oui, je crois qu'on n'en parle pas assez, même quand on fête l'anniversaire. On a l'impression que c'est quelque chose qui est évident, donc on n'en parle pas. Je vais peut-être rappeler un autre... il faut peut-être remonter à la période de la guerre de libération pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Mais avant de dire ça, je voulais juste ajouter quelque chose à ce qu'a dit Morad Preur. Il faut rappeler que les ingénieurs techniciens qui ont pris en charge, après le départ des ingénieurs techniciens français qui ont abandonné les gisements parce qu'il y a eu la nationalisation, il faut rappeler que les ingénieurs techniciens qui ont pris en charge la production nationale étaient âgés de moins de 30 ans. Oui. On en connaît, Morad les connaît personnellement. C'était des personnes qui avaient moins de 30 ans et ils ont maintenu ce qui faisait vivre l'Algérie, pratiquement la production des hydrocarbures. Mais pour revenir au 24 février, il faut remonter un peu dans l'histoire. Et après les découvertes, de grandes découvertes de Hassir Mal et de Hassim Saoud, les autorités coloniales n'ont pas voulu lâcher une partie de l'Algérie. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a été prouvé que l'Algérie disposait de pétrole et de gaz, le général de Gaulle, à l'époque, qui était le chef d'État français, avait proposé de couper l'Algérie en deux, de prendre le Sahara. Il y avait même des tentatives de soudoyer les gens du Sud pour couper l'Algérie, pour garder ce qu'on appelle l'Algérie utile, le Sahara, là où il y avait le gaz et le pétrole. Et la guerre de libération a duré plusieurs années à cause de ce pétrole et ce de gaz-là. Ça, il faut toujours peut-être le rappeler. Et il faut aussi rappeler un autre épisode parce que l'État algérien, il y a la personnalité de Houari Boumediene qui était importante, mais il y avait aussi des militants qui le secondaient dans cette action de nationalisation. Il faut rappeler que les nationalisations sont intervenues après des négociations très dures qui portaient sur la fiscalité. Ça veut dire que l'État algérien ne voulait pas chasser les étrangers du domaine minier. Pourquoi? Parce que c'était important de garder la technologie, la coopération. Sonatrach a été créé en 1963 pour la commercialisation et les transports. Mais en fait, quand on discute avec les gens qui ont dirigé la Sonatrach à l'époque, les étrangers savaient que la Sonatrach allait être créée pour devenir un acteur important. Ils connaissaient un peu la mentalité des Algériens, l'histoire de la guerre de libération. Et petit à petit, elle a commencé à travailler dans le domaine minier. Elle a fait quelques découvertes. Et à la fin des années 60, l'État algérien a demandé aux compagnies d'augmenter la fiscalité pour disposer d'un peu plus d'argent pour financer le développement. Parce que le pays était encore sous-développé. Il y a eu des discussions très dures et les sociétés, surtout françaises, ne voulaient pas donner plus d'argent aux propriétaires de fait du domaine minier. Et c'est ce qui a amené les nationalisations. Et dans un premier temps, les nationalisations portaient sur 51%. Il faut toujours rappeler que il n'y a pas eu une volonté de chasser les étrangers ou de mettre fin à la coopération. Il y a eu un début de nationalisation de 51. Bon, les pipelines, c'est autre chose, mais on parle de la production de pétrole. Le gaz, c'était pas important, c'était surtout le condensat. Le gaz était brûlé, il n'y avait pas de marché encore important de gaz. La majorité de gaz était brûlée. Et il y a eu une nationalisation de 51-49%. Ensuite, évidemment, les compagnies françaises ont déclaré la guerre à l'Algérie, puisqu'ils ont demandé même de boycotter aux compagnies, aux clients. La règle 51-49, oui, parce que quand on dit nationalisation, on pensait à 100%. Ensuite, quand les compagnies françaises ont abandonné, c'est devenu 100%. Après, il y a eu la réouverture du domaine minier en 86. Mais il faut toujours se dire que cette nationalisation
En fait, c'est une justice historique. Ça permettait aux peuples anciennement colonisés d'avoir un droit de regard sur leur richesse nationale. Il n'y avait pas comment on dit, une guerre qui était menée contre les étrangers ou bien les compagnies. Les dirigeants de l'époque voulaient avoir un droit de regard et profiter aussi de leur richesse nationale. Bon, évidemment, on est passé de 51-49 à 100%, mais il faut toujours rappeler que c'est un combat pour des droits, pour ce qu'on appelle des droits inaliénables, des peuples anciennement colonisés. Alors Kamal Mensari, justement, quelle place peut avoir la nationalisation des hydrocarbures ou la symbolique de cette date et cet événement dans une conjoncture comme celle que nous vivons aujourd'hui? Elle est particulière et d'importance. Il faudrait rappeler on est presque dans le même schéma, dans les relations internationales. Ces compagnies-là, dans l'exemple le plus frappant est ce qui se passe actuellement au Venezuela, où des États, où les gouvernements veulent affirmer leur souveraineté sur leurs richesses. Ce qui s'est passé en 1971 était d'abord une volonté politique d'avoir la même mise sur une richesse pour pouvoir amorcer un développement qui était attendu par les populations, et surtout dans une conjoncture de guerre froide, dans une conjoncture où il fallait pour l'Algérie de bénéficier et en même temps avoir le contrôle sur ses ressources, surtout les ressources financières. C'était une décision historique difficile parce que les tentatives précédentes, l'exemple le plus frappant a été celui de l'Iran. Mossadegh a été assassiné en 1953 parce qu'il a tenté de nationalisation, ça n'a pas été facile. Et cet épisode-là, les Algériens l'ont réfléchi plusieurs fois. C'est-à-dire, il y a eu, comme l'a dit Ilyes, des négociations âpres qui ont duré de nombreux mois et qui n'ont abouti à rien. C'est-à-dire que les compagnies françaises, surtout en matière de fiscalité, n'en revenaient pas. Il y avait déjà des accords, certes, mais il y avait un moment où le gouvernement algérien avait besoin de financement pour pouvoir aller. Il y avait ce qu'on appelle la révolution agraire, il y avait les industrialisations, il fallait créer des emplois, et surtout, on ne pouvait rien faire sans avoir le contrôle total sur nos ressources. Et en même temps, c'est une forme d'affirmation de notre souveraineté sur nos propres richesses. Parce que c'était un processus qui a commencé depuis 1962, donc recouvrer la souveraineté sur le territoire en renvoyant les Français des bases militaires, maintenant d'Adarzeu, et puis de Marsal Kebir, et puis il y a eu le retour sur cette question des hydrocarbures. Il fallait avoir le contrôle sur nos richesses et sur le produit le plus important. C'était le noyau et c'était le cœur du développement, parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative que de récupérer, d'avoir le contrôle sur nos hydrocarbures et surtout sur nos finances et nos devises. Bien évidemment, le marché mondial à l'époque était en pleine crise. 2 ans après, il y a eu l'histoire d'octobre, donc la crise mondiale, et l'Algérie était pourtant en matière de développement, elle était en matière de, comme l'avait dit M. Preur, c'était la période des souverainetés économiques et le retour en force des États qui veulent avoir une mainmise sur leurs économies. La création, c'est-à-dire la position algérienne, la décision avait renforcé la politique de l'OPEC, et c'est là où les décisions avec un membre qui contrôle, qui a la souveraineté sur ces décisions, donc il était aisé pour l'Algérie de faire entendre sa voix en dépit de la production qui n'était pas similaire à celle de l'Arabie Saoudite ou du Venezuela. Mais toujours est-il que cette conjoncture-là ressemble à celle qu'on est aujourd'hui. Donc il faudrait toujours dire que les choses ne peuvent pas s'acquérir facilement. Bien évidemment, nous ne sommes, disons, l'Algérie actuellement dans une phase de développement, et on peut poser la question, c'est-à-dire que cette nationalisation, qu'est-ce qu'elle a apporté à l'Algérie? On peut toujours poser la question, est-ce que depuis 1961 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que les décisions, cette politique-là, nous a conduit vers un réel développement? Et ça, c'était le grand débat. C'est toujours un débat ouvert. On ne sait pas, enfin, on se pose toujours la question, est-ce que toujours il faut continuer à s'appuyer sur les hydrocarbures ou aller vers les solutions alternatives, c'est-à-dire vers une économie hors hydrocarbures réelle ou vers les énergies nouvelles ou d'autres segments qui pourraient apporter hors hydrocarbures une impulsion à nos économies. Alors,
Professeur Preur, je vous repose la même question. Est-ce qu'on a tiré un profit maximum de profit de la nationalisation des hydrocarbures pour développer notamment la Sonatrach? C'est-à-dire que la réponse est complexe. Si on doit dire est-ce que nous avons rentabilisé nos exportations en hydrocarbures autant que nous le pouvions, si nous avons profité des fenêtres d'opportunité pour nous placer et pour réaliser une insertion active et non pas passive dans l'économie mondiale, la réponse est malheureusement non, indiscutablement. Et quand je dis insertion active, c'est insertion à travers nos entreprises, à travers nos champions nationaux, et non pas une insertion à travers nos exportations d'hydrocarbures. C'est une insertion qui est passive. Nous subissons les convulsions du marché pétrolier qui agissent mécaniquement sur nos équilibres externes. Donc nous aurions pu faire mieux depuis les nationalisations jusqu'à aujourd'hui. Mais il n'est pas trop tard. Le grand avantage, c'est que nous avons une compagnie pétrolière nationale. Ça veut dire que nous sommes rentrés dans une industrie de haute technologie. Si nous n'avions pas le pétrole, nous n'aurions pas une entreprise qui est en mesure de challenger des leaders mondiaux sur le plan technologique. Ça veut dire que opérer un puits à Hassim Saoud ou dans l'Alaska ou en mer du Nord ou au Moyen-Orient, ce sont les mêmes technologies et ce sont des Algériens qui opèrent ces puits, formés à l'école algérienne. Ce sont des Algériens qui vivent les conditions de l'Algérien. Et donc, il y a un grand acquis. C'est-à-dire que si je vous disais que l'Algérie, demain, peut construire une industrie qui va construire des avions qui vont concurrencer Airbus et Boeing, vous allez dire, ils plaisantent. Mais si je vous dis que Sonatrach peut rentrer dans le top 10 des compagnies mondiales, oui, parce que c'est une industrie qui est une industrie du challenge, c'est une industrie du défi. Vous avez dit top 10, non pas top 5. Non, je vais y revenir. Sonatrach postule à rentrer dans le top 5, dans le top, parmi les 5 premières compagnies pétrolières nationales. Et dans notre métier, il faut toujours se fixer ce que nous appelons des objectifs visionnaires ou dramatiques. Et caler ensuite ses actions sur ces objectifs. Dire rentrer dans le top 5 des compagnies pétrolières nationales, c'est-à-dire avec l'Aramco, le KPC, les compagnies chinoises, Sinopec, KNOC, Unocal, etc. Oui, Pertamina indonésienne, PDVSA vénézuélienne, etc. Oui, on peut percuter et rentrer dans le top 5. Mais moi, quand j'étais à Sonatrach et donc à la stratégie, ce que j'avançais comme thèse, c'était que nous devions viser le top 10 mondial. Sonatrach est arrivé jusqu'à la 11e place mondiale dans le classement de PIW. Elle 12 est arrivée, et 11, ensuite 11e. 12, 11, elle est arrivée jusqu'à la 11e. Donc on peut rentrer, parce que c'est hier une compagnie comme Cepsa était une compagnie espagnole microscopique, ou comme Repsol. Elles étaient microscopiques, mais dans le métier du pétrole, dans notre métier, si vous arrivez à faire une découverte, si vous arrivez à... c'est un métier très dur et très violent, où il y a du sang, où il y a du... Donc si vous arrivez à profiter de la difficulté d'une compagnie pour l'absorber,
si vous profitez d'une opportunité pour détenir des réserves dans des pays à haut potentiel, si vous avez du nez, si vous avez de la technologie, vous pouvez rentrer dans le top 10 mondial. Ça, je le dis sans aucun... Donc, le gisement, le véritable gisement pour notre pays de croissance dans le domaine pétrolier et gazier, il est dans Sonatrach. Parce que nos réserves sont de 2,7 trillions de mètres cubes de gaz et de 12 milliards de barils de pétrole. Les réserves mondiales sont de 1700 milliards de barils. Les réserves mondiales de gaz sont de 198 trillions de mètres cubes. Au Moyen-Orient, il y a 77 trillions de mètres cubes de gaz. Nous, si on multiplie par 2, par 3, par 4 nos réserves, on n'atteindra jamais plus que 8, 7, 6, 7, 8. Donc, en conventionnel. Hein. Donc, le gisement de croissance, si on représente moins de 1% des réserves pétrolières mondiales. C'est tout. C'est pas... L'Algérie a une histoire militante qui fait qu'elle est très présente dans la scène pétrolière mondiale, mais ça n'est pas justifié par le niveau de ses réserves et de ses productions. Donc le vrai gisement, c'est Sonatrach, c'est donner une impulsion à Sonatrach. Il faut que Sonatrach se développe sur le plan technologique, managérial. Il faut qu'elle s'articule aux universités, aux industries nationales. Il faut qu'elle soit un véritable pôle de rayonnement. J'ajoute un tout petit... les universités de Ouargla, de Lagouat, de Adrar devraient être des universités d'excellence sur le plan pétrolier et gazier et dans les renouvelables. Or, ce n'est pas le cas. Alors que vous avez des docteurs d'État qui sont à Hassermel, qui sont des ingénieurs de haut niveau, des docteurs d'État qui sont à Hassim Saoud, à Hassermel, etc., qui peuvent parfaitement enseigner et qui peuvent faire de la recherche. Ils ne sont pas valorisés. J'ai visité l'université d'Aberdeen en Écosse, ou l'université Heriot-Watt d'Édimbourg. C'était des vieilles universités écossaises. Elles sont devenues des références mondiales en géologie pétrolière, en génie du gisement, en technologie de production offshore. Et ce n'est pas le cas des universités du Sud. Paradoxalement, l'université d'Ouargla ou l'université de Lagouat, qui peut être un leader dans le gaz, ou l'université d'Ain Saleh, d'Adrar, elles sont complètement absentes. Ceci dit, Bab Zouar ou l'université de Batna, l'école polytechnique. Mais je veux dire, les universités où il y a des ingénieurs, il y a une expertise qui est là, qui ne demande que ça. Et qui va être valorisée et apporter leur savoir-faire. Pourtant, Sonatrach dispose d'une structure, recherche et développement. C'est-à-dire qu'il fait des études, mais apparemment, je pense qu'elle n'est pas valorisée. Bien évidemment, le projet SH 2030, la transformation de Sonatrach actuellement, qui s'articule autour de SH 2030, et puis sur le projet digitalisation et les ERP, font en sorte, bien sûr, il y a une poussée vers l'objectif d'atteindre le top 5. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Ça va prendre du temps. Il faudrait rappeler que le projet SH 2030 est pris en charge par la compagnie américaine, le bureau d'études américain BCG, Boston Consulting Group, qui sont actuellement à Alger. Ils sont sur l'aspect, mais la digitalisation est confiée à SAP. Ce sont une compagnie chinoise où il faut, comme vous l'avez dit, mettre en place des plateformes, parce que l'un des gros problèmes qui a été rencontré par Ould Qaddo lorsqu'il a été à la tête du Sonatrach, il s'est rendu compte que chaque entité, chaque division de Sonatrach, la raffinerie d'Erzio, était indépendante. On avait l'impression qu'il y avait des sociétés à l'intérieur des sociétés, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une unification. C'est pour ça que le problème de management se pose. Actuellement, il y a l'objectif de 2019, c'est d'aller justement vers le règlement des problèmes de management surtout. Bien évidemment, la digitalisation, qui est l'un des segments clés du développement de Sonatrach, et surtout la recherche. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement au niveau d'SPE, qui est la structure qui est l'une des structures les plus solides au siège de Sonatrach en matière de stratégie, de planification et d'études. Donc c'est
cette orientation-là qui est prise dans le cas de SH 2030, c'est elle qui va justement, en principe, je dis bien en principe, si le management est pris en charge, si les ressources humaines sont prises en charge, qui va probablement dans les temps, d'ici 2023, accorder à Sonatrach ce qu'on appelle les structures et l'assise qui lui permet d'aspirer à être parmi les 5. Ça, je dirais, même si parfois beaucoup de consultants n'y croient pas au top 5, mais c'est jouable. Mais d'un autre côté, il faudrait aussi relever, moi, ce que j'ai pu constater dans la note d'orientation qui a été initiée, enfin diffusée par le PDG de Sonatrach, c'est que actuellement, il y a un constat qui a été fait. C'est-à-dire un constat qui a été fait. Il y a un dysfonctionnement dans tous les segments de Sonatrach. Et cette restructuration, qui justement a pour objectif d'un côté de créer une sorte de leadership, c'est-à-dire les gens qui vont porter le projet de développement et qui vont, à l'avenir, accorder à Sonatrach, que ce soit au top management ou au middle management, les outils qui s'articulent, notamment les KPI, tout ce qui est performance. Et c'est à partir de là que Sonatrach va forcément et définitivement régler son problème, tout d'abord, de performance et l'évaluation de ses performances à travers les KPI et en même temps... Mais est-ce qu'il est déjà sur rail quand même, Saleh? Bien sûr, il a commencé en 2017 le projet. Ça a été lancé en 2017. Il y a 35 initiatives. Je parle en termes d'efficacité et de rendement aussi. Mais ça, ce sont des évaluations qui se font annuellement au niveau de SH 2030 et qui sont à chaque fois, comment dirais-je, des correctifs à faire. Mais le projet s'étale. Il y a une première phase jusqu'à 2023 plutôt, et l'autre qui interviendra jusqu'à 2030. Le premier bilan, ça sera en 2023. Les bilans se font annuellement. Se font annuellement. Il y a des bilans qui se font annuellement, d'autres qui se font mensuellement. Tout dépend des agrégats. Tout dépend chaque structure est différente. Donc c'est un petit peu complexe pour ne pas trop embrouiller le téléspectateur. Mais il faut dire que c'est un plan qui a commencé. Et je vous ai dit qu'il y a trois. Il y a tout d'abord SH 2030, le BCG qui travaille sur ce projet-là, qui est la restructuration, la transformation de Sonatrach. On appelle la direction de la TRF. Et il y a en côté la SAP, qui est la digitalisation de l'entreprise, lui donner les méthodes, les moyens technologiques. Il y a bien sûr le ERP, ce sont des applications qui sont actuellement utilisées par toutes les entreprises pour faciliter le centre de décision. La décision surtout, elle devient aisée, c'est-à-dire que cette application va permettre à tous les employés de Sonatrach, du management, du top management, jusqu'au dernier employé, n'importe où, d'accéder aux bases de données de l'entreprise, de savoir ce qui se passe. Et c'est ça qui a constitué un grand problème de Sonatrach, que la communication a été vraiment le point d'Achille de Sonatrach. Oui, moi je voulais revenir, parce qu'on parlait du 24 février, revenir un peu sur l'apport des hydrocarbures, ou bien la nationalisation. C'est la question que vous aviez posée tout à l'heure. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des évidences quand on discute avec les gens. Il ne faut pas oublier peut-être que l'Algérie est l'un des rares pays d'Afrique, ou même de ce qu'on pourrait appeler le tiers-monde, qui avait atteint le taux de 98% d'électrification. Justement, c'est grâce à cette richesse nationale qui est le gaz et même dans certaines régions le pétrole, et grâce aussi aux nationalisations qui ont permis ça. Parce que l'électrification, c'est le savoir, c'est le progrès. Et actuellement, on constate que même le taux de pénétration du gaz est en train d'augmenter. Ça pour répondre un peu à la question de l'apport. Sur un autre plan, il faut se rappeler que l'objectif de la récupération des richesses nationales, notamment des hydrocarbures, devait servir à financer le développement. Le développement, il y a eu ce qu'on appelle, après les nationalisations, évidemment, les recettes ont augmenté. Il y a eu le premier plan quadrillonné de développement. Pas oublier que dans les années 60, l'Algérie est un pays très sous-développé, carrément. Très sous. Je ne sais pas si les gens se rappellent un peu des années 60, de l'état des routes, du logement, de l'habitat. Et l'augmentation des recettes d'hydrocarbures a permis de développer, de créer un tissu industriel. Et malheureusement, au début des années 80, il y a eu un arrêt de ce qu'on pourrait appeler l'investissement. L'équipe qui était en place
avait dit, bon, on arrête d'investir, on va rentabiliser ce qu'on a déjà. Et là, c'est un peu, on a tué un peu le rythme de développement de l'Algérie. Ensuite, on est rentré dans une phase, bon, il y a eu la phase des fins des années 80, les années 90, mais ensuite, on est rentré dans ce qu'on appelle le phénomène de la rente. C'est que quand le prix du pétrole augmente, les gens oublient qu'il faut travailler, qu'il faut créer de nouvelles sources de richesse, etc. Et là, c'est le grand problème du système algérien. C'est-à-dire que dès que le prix du pétrole baisse, on se dit qu'il faut diversifier l'économie. Mais dès que le prix reprend, on se la coule douce. On oublie qu'il faut diversifier. Ça, c'est un problème culturel. Hein, c'est un problème culturel. C'est un problème que la Norvège n'a pas vécu. Pourquoi? Elle est dans l'espace économique européen. Elle est entourée de pays super développés. Et nous, bon, évidemment, il y a cet aspect culturel, pas uniquement. Hein. Espace économique. Non, culturel parce que la Norvège était un pays très pauvre. Je vous dis ça parce qu'il s'agit de politique publique aussi. Non, quand je dis culturel, ça concerne les gouvernants aussi. Hein. Sauf si vous parlez de mentalité, culture des entreprises. Voilà, aussi, non, ça dépend aussi des gouvernants. Vous prenez par exemple l'ancien président Houari Boumediene. Sa culture et son truc étaient différents de ceux qui sont venus après, par exemple. On ne va pas rentrer dans les détails. Quand je dis culturel, c'est les gouvernants en réalité. C'est les gouvernants qui tirent, c'est clair. C'est pas la masse. La masse, elle peut être élevée comme elle peut être descendue ou bien écrasée. C'est vrai, tu as raison. En matière, lorsqu'on est en face d'une crise, c'est-à-dire que dès que le prix du pétrole augmente, bien sûr, il y a ces dépenses publiques. Il y a les urgences pour, d'ailleurs, d'un côté, s'occuper du front social, c'est-à-dire il faudrait déjà calmer le front social, injecter des fonds pour le logement et tout, et encourager les importations, mais une fois que le prix du pétrole, on est passé par une crise, si on se rappelle le nombre d'assises nationales pour trouver des solutions et des alternatives à l'hydrocarbure était énorme. On a fait les assises nationales sur l'agriculture, sur l'industrie, on a appelé les collectivités locales, on a voulu faire participer les collectivités locales. Moi, je te céderai la parole. Les collectivités locales, et c'est là où on se rend compte que cette question de diversifier l'économie n'est posée que lorsqu'il y a une crise. Et on est en train de le refaire aujourd'hui. Je termine mon idée, après je te laisse la parole. Tout ça pour dire que, historiquement, il y a eu 4 crises, pratiquement. Je me rappelle, la première grave crise du prix du pétrole, c'était en 86. C'était les séminaires, la nécessité de diversifier l'économie, etc. Hop, on oublie. La deuxième, c'était 98. La même chose. Dès que le prix reprend, on oublie. La troisième, c'était 2008. Dès que le prix a remonté, on oublie. Et là, on est dans la 4e crise pratiquement. Et là, cette crise est plus grave. Bon, c'est pas pour effrayer les gens. Pourquoi cette crise un baril à 65 $, c'est pas vraiment le... Non, il n'y a pas que ça. Il y a l'autre phénomène. En 86, on n'était pas aussi nombreux que maintenant, par exemple. Voilà. Non, après, il a baissé à 10, ensuite il a repris. Le problème, c'est qu'en 86, etc., il y a eu toujours... La balance de paiement n'était pas en danger, sauf pendant la période de la dette extérieure, où la balance des paiements était en danger, il y a eu des crédits remboursés. Le problème, c'est que maintenant, on est à 42-43 millions d'habitants. Les prix à 43, exact. Oui. Le niveau de la production des hydrocarbures ne peut nous ramener qu'une certaine somme qui nous permettrait peut-être de couvrir à 90% les importations. Mais on risque d'être déficitaire pour la balance des paiements. Pourquoi? Il y a des services implantés. Et là, on revient justement, là, on est devant une situation où on ne peut plus se permettre de dépenser comme avant. Et il faut diversifier l'économie. Alors, voilà. Il faut diversifier aussi un autre défi qui se pose, c'est celui de la consommation. Professeur Mourad Preur, elle augmente, alors pour le gaz, de 8% chaque année. Et nous sommes 1 million d'Algériens en plus, chaque année aussi. Alors, la question est sérieuse. Ce que disait Elias, elle est très sérieuse. En fait, avant, on disait notre consommation n'est pas soutenable sur le moyen et sur le long terme. Vu l'état de nos réserves, si on projette la courbe exponentielle de la consommation, c'est pas possible, à un moment, on décroche.
Aujourd'hui, on dit que la consommation n'est pas soutenable sur le court terme. C'est-à-dire avec une consommation gazière qui augmente de 8% par an, la production n'augmente pas de 8% par an, les découvertes n'augmentent pas de 8% par an. C'est un problème sérieux. La consommation de gaz a été multipliée par 5,5 depuis 2013. La consommation de produits pétroliers multipliée par 3. L'électricité multipliée par près de 5. Et la tendance va s'aggraver parce que la consommation va doubler d'ici 2030 d'énergie et tripler d'ici 2040. Vous savez que nous consommons 2 fois plus que l'OCDE pour produire une unité de PIB, une unité de richesse. Et l'OCDE, pour produire une unité de richesse, consomme 2 fois moins que nous d'énergie. Donc il y a un réel problème. C'est-à-dire qu'il faut mettre sous contrainte la consommation. La consommation gazière, notamment, parce que l'électricité est produite à partir du gaz. Et notre demande nationale, l'industrie ne représente que 20% de la demande nationale. Le reste, les ménages, c'est près de c'est 44%. Les ménages et le tertiaire, c'est 44%. Les transports, c'est 36%. Ceci dit, est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui d'introduire le gaz partout, comme on le fait? D'abord, il y a chez nous, il y a une espèce de mystique. Il faut que le gaz aille partout. Alors le gaz ne peut pas aller partout. Il ne peut pas aller dans les montagnes. Dans les montagnes, et nous produisons du GPL, du butane propane. Près de 10 millions de tonnes, qui est plus difficile à vendre que les hydrocarbures liquides. Et en général, dans les villages, dans les zones montagneuses, on fait ce qu'on appelle des îlots propanés. C'est-à-dire qu'on achemine du propane par camion, et on a des grosses citernes, et puis qui sont reliées à tous les foyers. Et tous les foyers ont du gaz, sans qu'on ait eu besoin de tirer une canalisation de gaz vers ces foyers, vers ce village. Donc il faut trouver des solutions adaptées au cas par cas. Mais plus globalement, j'étais à Ouargla dans un bureau, dans une réunion. Il y avait 2 ou 3 climatiseurs qui tournaient à plein régime et on avait chaud. En fait, les bureaux ont été construits en parpaing et donc le coefficient K d'isolation thermique est tel que vous avez beau refroidir, la chaleur qui rentre... C'est de la thermodynamique. Donc, bon, on avait un génie traditionnel, on construisait en terre crue et on n'avait pas besoin de climatiseurs. Aujourd'hui, quelqu'un m'a invité chez lui à Biskra et m'a fait voir sa belle villa, etc. Et il m'a montré sa maison natale qui était en terre crue et qui est complètement abandonnée. Tout le quartier est abandonné. Mais dans sa villa, il y a des climatiseurs dans chaque chambre. Et parce qu'il a construit sa villa avec du parpaing, etc. Et il a rompu avec le génie traditionnel. Et à l'arrivée, vous avez une demande d'électricité en pointe, en été, qui est que Sonelgaz ne peut pas assurer. Elle ne peut pas développer des capacités en pointe qui vont être utilisées 2 mois ou 1 mois par an. Et les gens sortent dans la rue parce qu'il y a des délestages de Sonelgaz. Tout ça parce que notre consommation électrique est complètement anarchique, complètement... Mais depuis le temps qu'on parle de l'élaboration des modèles énergétiques, Mourad Preur. Alors il y a le problème entre déclarer, entre vouloir et entre mettre en pratique. La mise en pratique, c'est toute une science, c'est toute une méthodologie. Donc il s'agit de mettre en pratique un plan d'économie d'énergie, d'efficacité énergétique.
Il faut que l'intensité énergétique Tana remonte au moins au niveau de l'OCDE, tout de même. On consomme 2 fois plus d'énergie que les pays de l'OCDE. Ça veut dire que les technologies existent pour produire une unité de richesse. Et ce qui fait que nous avons une consommation gazière de 40 milliards de mètres cubes par an. En 2030, elle sera de 50, et ensuite, d'où va venir ce gaz, hein? Le problème, c'est d'où on va sortir. D'abord, on va disparaître en tant qu'exportateur si on continue comme ça. Et en plus, ça n'alimente même pas la machine économique. C'est-à-dire que le gaz, ou même pour le carburant, non, je vois les gens dans les embouteillages sur l'autoroute Ben Aknoun en train de griller gaiement du carburant. C'est de la richesse qui est grillée. C'est-à-dire qu'il y a un problème de modèle de consommation énergétique. L'IOM, je crois, 2 gigawatts de solaire. Les renouvelables, c'est 0,2% si je ne me trompe. 375 mégawatts environ. 375 mégawatts. Donc on est à 0,2% environ, très peu, c'est très peu. Du bilan de la consommation nationale d'énergie. Dans le monde, les renouvelables, c'est 14%. L'Europe veut atteindre 20%. Là, on tourne autour de 0,2%, alors que nous avons une exposition solaire unique, exceptionnelle. 2000 kWh par kilomètre carré. Nous avons 86% de notre territoire national qui est ensoleillé à 3500 heures par an, c'est-à-dire le sud. Et le nord, c'est 2650 heures. Et pour vous dire un exemple, la France, qui a un ensoleillement entre 1100 et 1400 heures par an, EDF, l'électricien français, a lancé un programme de 30 milliards d'euros pour un ensoleillement entre 1100 et 1400. Là, on a 3500. L'Algérie, je l'ai toujours dit, l'expression ADA, c'est une pile électrique à ciel ouvert. En plus, nous avons du gaz. Ça veut dire que la question du stockage, parce que le problème, c'est la discontinuité dans les renouvelables. La nuit, il n'y a pas de soleil. Et le problème, l'avantage, nous avons du gaz. Ça veut dire que la nuit, les centrales peuvent fonctionner au gaz. Donc on peut devenir, mais là, il faut s'allier avec des leaders technologiques. Et la dernière remarque que je ferai, je vois qu'on parle toujours d'appels d'offres et de contrats EPC pour développer des projets de renouvelables, 22 000 mégawatts depuis 2011, hein, ça fait 8 ans, hein, et on n'a pas avancé. La transition énergétique dans notre pays doit être d'abord un acte citoyen, c'est-à-dire il faut que les citoyens soient impliqués dans la transition énergétique, et deuxièmement, elle doit être une ambition industrielle. Ça veut dire que nos entreprises doivent être impliquées dans la transition énergétique avec des champions nationaux comme Sonatrach ou bien Sonelgaz. Mais il faut construire des partenariats structurants avec des leaders technologiques. Nous avons une crise du renouvelable, du solaire dans le monde. La guerre des prix menée par les Chinois a mis à genoux toute l'industrie européenne du solaire. Donc on a un pouvoir de négociation, donc monter des partenariats stratégiques, engager nos entreprises privées, publiques, hein, et aller jusqu'en amont de la filière, c'est-à-dire nous avons des gisements de silice, produire du silicium. Et nous avions des ressources en lithium, donc produire des batteries lithium-ion. Donc rentrer dans toute la chaîne de valeur. Et tout ça... Ce que je voudrais aussi, une petite remarque, c'est-à-dire en ce qui concerne, c'est vrai qu'on a raccordé 60% du territoire national en gaz, mais il y a un enjeu là-dessus qu'il faudrait aussi relever. Est-ce que
ce gaz qu'on a mis sur le marché local est créateur de richesse. Quelle est la plus-value de cette décision, de cette politique? Si le gaz est en train de créer de la richesse, participe au développement interne, à ce moment-là, on pourrait se dispenser de l'exportation. Mais s'il ne rapporte pas, c'est-à-dire on est toujours resté au même degré, on est en train de faire une politique sociale, mais qui n'est pas rentable pour l'État, encore moins pour le Trésor, il faudrait faire un choix et continuer à l'exporter. C'est ça, sinon ça ne sert à rien de garantir, on n'est pas là pour garantir aux citoyens de se chauffer, c'est tout, mais alors que les caisses... oui, certains vous diront, est-ce que le gaz crée de la richesse dans les villes? Bien sûr, dans les industries, il faudrait qu'actuellement... L'industrie se trouve aussi dans les endroits. Actuellement, donc, il faudrait que c'est mettre en place une politique gazière. Chez toi, donc tu es tranquille. Et non, mais pas ça. C'est-à-dire qu'il faudrait que ça soit un créateur de richesse. Il faudrait qu'on pense à ça. Où sont les industries qui peuvent se mettre en place tout en comptant sur le gaz naturel. Ça développe l'artisanat. Moi, j'ai visité des régions où le gaz a pénétré. Moi, d'abord, je suis pour le principe qu'un pays gazier, un citoyen d'un pays gazier doit avoir accès au gaz. C'est un principe de base. C'est mon avis personnel. C'est un acquis aussi. Oui, parce que à quoi ça sert de développer un pays si ce développement ne profite pas à ses citoyens? Il faudrait que l'économie suive aussi. Non, mais justement, je voulais en venir dans beaucoup de régions, surtout dans les régions montagneuses en Kabylie. Je sais que beaucoup d'efforts. J'ai suivi le dossier du gaz. Je sais que... Si vous voulez développer le tourisme, par exemple, il n'y a pas de gaz. Non, l'artisanat au niveau des trucs. Moi, je sais que dans certains villages en Kabylie, maintenant, il y a des boulangeries qui ont été créées parce que le gaz a pénétré. Les bonnes femmes qui passaient tout leur temps etc., pour faire du pain, sont libérées de cette tâche. Par exemple, c'est caricatural. Non, c'est pas caricatural, c'est l'accès au progrès. Si en tant qu'Algérien, c'est l'Algérie qui possède du gaz, si ce gaz-là ne profite pas forcément aussi le gaz, peut-être une autre source d'énergie. Cela ne veut pas dire qu'ils ne font pas penser à l'État, etc. Parce que là, il faut pas oublier qu'il y a du gaz à gogo en Algérie. Gaz de schiste aussi. Non, c'est du gaz, il y a du gaz, il y a du tight, il y a du gaz. Et il faut attirer les investisseurs pour développer la production du gaz. C'est vrai que les chiffres sont alarmants, mais moi je sais que l'Algérie dispose d'assez de gaz, aussi bien pour le donner pour faire profiter ses citoyens, que pour exporter. Le défi des 8%. Voilà. Mais d'un autre côté, si on raisonne toujours... Mais par rapport aux 8% de croissance annuelle? Eh bien, oui, 8% de croissance annuelle, ça veut dire qu'il y a une politique accélérée de pénétration du gaz, tout simplement. Si on n'était pas dans cette politique, il y a une politique accélérée du gaz ces dernières années. Qu'il faut assumer aussi. Voilà. Mais sur un autre plan, sur un autre plan, si on raisonne comme ça, on va exporter le gaz. Ça veut dire qu'on va compter toujours sur le gaz. Il faut créer des industries. Il faut développer la pétrochimie. Et vous revenez au propos Il faut développer la pétrochimie, par exemple. Et le gaz, si l'Algérien ne profite pas de son gaz, c'est le développement d'abord doit être au service des citoyens, pas au service du Trésor ou des impôts. Alors, pour terminer, il ne reste pas beaucoup de temps. Je donnerai la parole à professeur Preur. Alors, au tout début de cette émission, on avait passé un reportage sur la raffinerie de Sidi Erzine, donc la pétrochimie, un segment important à développer concernant la Sonatrach. Bon, on est content du fait que la raffinerie de Sidi Erzine entre en production. Donc nous sommes, et j'ai entendu parler de normes Euro 5, donc ce qui est une bonne chose pour l'environnement. En matière d'environnement. En fait, l'Algérie va s'autosuffire en matière de carburant. Ça, elle va s'autosuffire. Le problème, c'est que la raffinerie, il faut lui fournir du pétrole. Hein. Sinon, vous importez du pétrole pour le raffiner. Donc, il y a la base, c'est toujours l'amont.
Il faut que les gisements, il faut que le développement des gisements soit pris en considération, et c'est ce que c'est dans la logique de ce que veut faire Sonatrach. Hein. Les capacités de raffinage vont couvrir la demande. Il faudra mettre sous contrainte la demande. Sinon, on va se retrouver dans 5 ans ou dans moins de 5 ans avec encore un déficit en capacité de raffinage. Je ne comprends pas pourquoi, ça je ne le comprends pas du tout. Je ne le comprends pas. Comment les constructeurs qui viennent réaliser des usines de montage en Algérie ne pensent pas du tout à la mobilité électrique. Ça, je ne le comprends pas. Ni du GPL, ni au GPL. Le GPL, c'est déjà une c'est déjà un bémol. Mais aujourd'hui, il y a une révolution dans les pays occidentaux et des géants comme Volkswagen, par exemple, est en train de s'engager massivement dans les voitures électriques, dans la mobilité électrique, c'est-à-dire des moteurs hybrides combustion électrique ou totalement électriques rechargeables, etc. Donc, c'est un paradigme nouveau dans l'économie mondiale de l'énergie. Et aucun ne pense à installer une usine de voitures électriques. Et je dirais même plus, parce que là je suis vraiment choqué. On construit des voitures en Algérie, où on monte des voitures avec des moteurs à combustion qui sont d'une ancienne génération. Ça veut dire qu'ils sont énergétivores. Sans parler de la dimension l'amélioration des rendements des moteurs a fait qu'aujourd'hui on a des moteurs qui développent 120 chevaux et qui consomment, ou 150 chevaux et qui consomment 4 litres au 100, 5 litres au 100. Maintenant c'est maîtrisé. Or aujourd'hui, j'ai roulé une fois avec une Renault, bon on ne doit pas bon. Mais enfin j'ai roulé avec une voiture montée en Algérie, mais sa consommation était énorme. Et quand je vois le nombre de ces voitures, et moi, ce que je veux dire au gouvernement, ça c'est très important. Pour moi, un constructeur qui s'engage, qui vient construire une usine de moteurs hybrides en Algérie, qui construit une usine de moteurs électriques en Algérie, qui construit une usine de piles de batteries lithium-ion en Algérie. S'il l'a construit, Anaya, je recommande qu'on lui applique 0% de droits de douane pour ses voitures. Il n'a pas besoin de venir faire une unité de montage en Algérie. Yes, il dit 0%. Dit Arwah dire une usine de moteurs électriques, de batteries lithium-ion, de moteurs hybrides qui est articulé aux universités, de Bab Zouar à Polytech, à l'université de Batna ou de Hadi. Mais là, il nous installe dans les challenges de la voiture de demain. Contrairement à ce qui se fait aujourd'hui. Alors, allez-y, 30 secondes, je vous l'accorde. Pour compléter ce qu'a dit Mourad Preur, c'est les constructeurs qui font ces normes-là sont poussés par le droit. Il y a la Commission européenne qui leur impose ça. Et ce n'est pas de gaieté de cœur qui sont ça. Il y a des normes, il y a un régulateur. Ici, on a l'impression que les constructeurs font ce qu'ils veulent. La preuve par les prix, la politique des prix. Voilà ce que je voulais dire. Parce qu'il n'y a pas de cahier de charge, peut-être. Il n'y a pas de régulateur, il n'y a pas quelqu'un qui intervient pour leur dire ça c'est pas bon pour moi, ça c'est bon. Alors, votre message est passé. Donc, je vous remercie, professeur Mourad Preur. Je rappelle, expert pétrolier. Vous êtes aussi directeur du cabinet Émergie pour les questions stratégiques notamment. Et les constructeurs en Europe sont soumis à des amendes. Merci à vous également, Monsieur Les Sahar, journaliste, donc spécialisé dans les questions énergétiques. Merci à vous également, Monsieur Kamal Mansari. Vous êtes directeur publication du Jeune Indépendant.
Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. En espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau débat de questions d'actu. Je vous rappelle toutefois que vous pouvez suivre encore une fois cette émission ou ce débat, le débat de ce soir, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook qui s'affiche au bas de votre écran. Sinon, pour ma part, je vous dis au revoir et bonne soirée.